La parole est à Monsieur Paul Molac pour 10 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui saisis d'un projet de loi concernant la deuxième chambre de notre République, une haute assemblée dont la fonction même continue de faire débat. En effet, le Sénat, dans son essence, manque de légitimité, j'ai envie de dire surtout dans sa vocation d'assemblée représentative des collectivités territoriales. Parce qu'il a pour mission constitutionnelle de représenter les collectivités territoriales, le Sénat répond à un régime électoral particulier, institué par l'article 24 de la Constitution. Ses membres sont élus par un collège électoral censé être l'émanation de ces collectivités et de leurs assemblées délibérantes et composé de représentants des communes, des départements et des régions de France. Quelques 150 000 grands électeurs élisent donc les 348 sénateurs supposés représenter la nation dans son ensemble. Dans notre optique, ce choix des constituants de 1958 n'est pas allé au bout de la logique. Le général de Gaulle avait bien proposé quelques années plus tard, en 1969, une réforme proposant par référendum de fusionner le Sénat avec le Conseil économique et social. Il avait saisi que, dans sa forme d'origine, le Sénat ne répondait qu'imparfaitement au mécanisme du bicamérisme. En effet, le Sénat, censé représenter les territoires, ne le fait que partiellement, à travers un double inconvénient. Le suffrage indirect et la place prépondérante des communes dans son collège électoral, près de 96%. Cette composition n'a d'ailleurs que peu varié depuis la Troisième République. On ne peut que constater que les départements et les régions, qui ne représentent respectivement que 2,56% et 1,19% du collège, ont un poids négligeable dans l'élection des sénateurs. Or, comme le souligne le rapport de la Commission de rénovation de la déontologie de la vie publique présidée par Lionel Jospin, la surreprésentation écrasante des communes par rapport aux départements et aux régions ne se justifie plus dans le paysage institutionnel actuel marqué par la place prise par les régions et les départements dans la mise en œuvre des politiques publiques. Pour mettre fin à ce que nous avons parfois appelé, au gré de notre histoire constitutionnelle, le Sénat conservateur, nous souscrivons à cette analyse. Nous sommes pour notre part favorables à un Sénat des régions élu au suffrage universel direct à la proportionnelle et qui serait une véritable chambre haute des territoires. C'est d'ailleurs ce qu'a proposé notre excellent collègue François de Rugy il y a quelques instants. Ces membres seraient directement élus dans les régions et auraient donc mandat de représenter leur territoire et leurs habitants. Sur le modèle du Bundesrat, le poids des régions pourrait être légèrement pondéré pour tempérer les différentes de population, mais sans dénaturer la véritable mission du Sénat, la représentation des territoires. Aux États-Unis, chaque État est représenté par 2 sénateurs, quelle que soit sa taille. Ainsi, le Wyoming, 536 000 habitants, est représenté par 2 sénateurs, comme la Californie, qui en compte 37 millions. Nous ne sommes peut-être pas obligés d'aller jusqu'à ces extrémités. Il est vrai. Voilà. Le projet de loi que nous examinons ne comprend évidemment pas de tels bouleversements qui nous feraient prendre sans doute et qui nous feraient aller vers une 6e République. Je ne comprends d'ailleurs pas les cris d'orfraie de l'opposition alors que ce projet de loi ne propose in fine que de revenir sur un dispositif que le Parlement avait déjà voté sous Lionel Jospin et qui avait ensuite été supprimé par l'opposition revenue au pouvoir. Les 2 axes qui sous-tendent ce projet de loi sont donc la poursuite d'une meilleure représentation des populations et des courants politiques d'un côté, la recherche du respect d'une plus grande parité. Sur le premier point, nous souscrivons au projet du gouvernement visant à baisser le seuil de l'élection des sénateurs au scrutin proportionnel aux départements ayant au moins 3 élus. D'ailleurs, si je prends mon département, celui du Morbihan, cela aurait permis d'avoir un sénateur de droite, puisque nous avons 3 sénateurs qui sont tous les 3 de gauche. Vous nous savez grands défenseurs du mode de scrutin proportionnel et en cohérence, nous ne pouvons que nous féliciter que cette introduction puisse entrouvrir la porte d'une meilleure représentation des courants politiques au Sénat. Cela aura le mérite de représenter la minorité des électeurs dans bon nombre de départements, alors qu'aujourd'hui, trop d'entre eux, 3 sénateurs sont monocolores, quand bien même les candidats battus pèsent parfois près de 50% des voix.
Concernant l'augmentation du nombre de délégués pour les plus grandes communes, cela nous semble procéder du bon sens. On aura beau crier au tripatouillage électoral, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Principe sans doute contestable, mais à mon sens que ni la droite ni la gauche ne veut remettre aujourd'hui en question. Surtout, la très timide réforme proposée ne concernerait que 3 000 délégués supplémentaires sur un collège électoral de 158 000 personnes. Pas de quoi faire basculer le Sénat de toute façon. On est bien loin d'un ruralicide décrit par nos collègues de l'opposition. Vous me pardonnerez ce néologisme. Il pourrait d'ailleurs prêter à sourire s'il n'était pas un peu méprisant pour nos territoires ruraux, vu uniquement sous le prisme du nombre d'élus qu'ils peuvent rapporter à telle ou telle formation. La ruralité, je vous remercie Madame Genevard. La ruralité évolue, l'urbanité aussi. Il est temps de le prendre en compte. Nous aurions toutefois aimé avoir quelques précisions concernant les autres scénarios étudiés par le gouvernement, que celui sur le seuil des 800 habitants, à partir duquel il est rajouté un délégué par commune. Il nous semble en effet que nous aurions peut-être pu être plus audacieux, tout en se prémunissant des fourches caudines du Conseil constitutionnel. Face au très faible nombre de femmes élues à la Chambre haute, de l'ordre de 22% seulement, l'abaissement du seuil d'application du scrutin proportionnel serait une avancée, puisque chaque liste de candidats aux élections sénatoriales doit comporter alternativement un homme et une femme. Il est vrai que nous avons toutefois quelques craintes sur l'efficacité d'un tel mécanisme en vue de l'obtention d'une parité réelle. En effet, dans de bon nombre de cas, les têtes de liste seront majoritairement des hommes. Dans les petits départements ayant 3 ou 4 élus, il est tout à fait probable que seuls des sénateurs masculins de sensibilités politiques différentes soient élus, voire de la même sensibilité politique à cause des formations de listes dissidentes qui permettent à certains partis de se soustraire à la contrainte paritaire liée au scrutin proportionnel. Le Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes nous apprend d'ailleurs que c'est généralement le fait des sénateurs de droite. La composition paritaire des listes de candidats pour la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants, ainsi que l'instauration de la contrainte paritaire dans la désignation des remplaçants des candidats aux élections sénatoriales dans les départements appliquant un scrutin majoritaire, nous paraissent également des mesures positives. Dans une optique de respect du travail de nos collègues sénateurs, à qui appartient in fine la légitimité de se prononcer sur leur régime, nous n'avons déposé aucun amendement. Mais si nous avions dû le faire, c'est pas la peine, mais quand même, nous aurions proposé, comme nos collègues sénateurs du groupe écologiste, que 50% des têtes de liste représentées par chaque parti dans les départements où a lieu un scrutin de liste proportionnel soient des femmes. Cela n'aurait pas empêché de nouvelles dérives, certains caciques préférant probablement se désolidariser momentanément de leur parti pour pouvoir être investis en tant que chef de liste sans étiquette. Vous voyez que cela peut aussi avoir des conséquences sur le financement des partis. Je le dis car il semble que certains aient quelque mal à boucler leur budget. Il semblerait au final qu'il faille que l'on réfléchisse davantage à ce problème dans nos deux assemblées en envisageant pourquoi pas des sanctions au titre de la deuxième fraction de financement des partis politiques. En ce qui concerne les autres mesures contenues dans ce texte, nous sommes favorables à l'intégration des sénateurs au collège électoral sénatorial, pour la simple et bonne raison que le dispositif actuel favorise les sénateurs cumulards qui ont la possibilité de voter grâce à leur mandat local, ce qui n'est pas donné aux sénateurs non cumulards. Par ailleurs, l'obligation de présentation au premier tour pour les candidats pour être présent au premier tour, pour pouvoir être candidat au second tour de l'élection, nous paraît tomber sous le bon sens. Il convient donc de mettre fin à cette pratique qui, pour n'être que peu utilisée, nous laisse pantois tant elle semble archaïque. Au final, ce projet de loi n'a rien de révolutionnaire. Il ne propose pas de redéfinir le rôle du Sénat, même pas de chambouler son corps électoral, mais il effectue un pas en avant en faveur d'une meilleure représentation des populations et des courants politiques, ainsi qu'une avancée sur la recherche de la parité. C'est pourquoi nous le voterons. Merci.